une dame qui est venue m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans ton jardin? Là, tu es en train de planter des plantes. C'est quoi la forme? J'ai dit, ben, c'est un labyrinthe comme celui de Chartres. 2 jours après, il y avait dans le journal de Montréal, anglophone, un article sur les labyrinthes comme celui de Chartres. Il y a une différence vraiment entre un labyrinthe et un dédale. En anglais, il y a les 2 mots, labyrinthe, maze. Maze, c'est un endroit où on se perd. Il faut trouver le chemin, mais le chemin n'est pas tracé. Tandis qu'un labyrinthe comme celui de Chartres, on fait juste marcher, et puis c'est notre chemin de vie, et on arrive au centre automatiquement. C'est pas quelque chose où il faut que je cherche. Je n'arrive pas à un obstacle, ou je n'arrive pas à une voie sans issue. Ça n'existe pas dans un labyrinthe. C'est dans les dédales. Mais on a confondu les 2 mots, et puis on ne voit pas la distinction entre ce qui est vraiment un chemin vers soi et un chemin où on doit trouver la route. Quand je suis avec moi-même, je n'ai qu'à suivre mon chemin, puis j'arrive au centre. Voilà. D'ailleurs, le labyrinthe de Chartres m'a fait souvent penser que lorsqu'on a l'impression qu'on est loin du centre, donc loin de la sortie, loin de la solution, de la délivrance, finalement, c'est qu'une impression. C'est qu'une impression parce qu'on est, ça se trouve, c'est le chemin le plus direct pour aller au cœur. Oui, on est le plus proche, mais on est le plus loin. On a l'impression, qu'est-ce que je fais là? Je suis au plus éloigné. Puis on fait juste un autre coup, puis on est rendu au centre. C'est exactement ça. Je trouve un peu dommage qu'on ne l'ouvre seulement qu'une journée par semaine, parce que c'est un pèlerinage, c'est la voie de Jérusalem, la voie vers notre cœur, la paix intérieure. C'est ça, la voie Jérusalem. Ora Shalim, Shalom, c'est la paix intérieure. Et beaucoup de personnes qui pouvaient pas aller faire le pèlerinage en Terre Sainte, ils allaient à Chartres pour faire ce chemin du labyrinthe. C'est magnifique, et puis c'est grâce à Patrick aussi, quand il y a des documents qu'il a fait, et des films magnifiques où on voit cette explication du chemin du labyrinthe. Merci pour tout capacité, tout ce que vous faites comme rencontre. Vous allez être là, j'espère. Ah bah oui, puisque je m'occupe de toute la soirée, donc je serai là, oui. Oui. Ah, et puis, Oui. mais pour tous ceux qui souhaitent avoir des renseignements sur cette soirée, donc tous les infos se trouvent sur le site soneva.ca et eh bien il reste quelques places. Nous en sommes aux dernières places disponibles et ça se déroulera à l'hôtel Gouverneur le 24 octobre en soirée. Voilà. Oui. J'aime beaucoup le terme aussi Soneva. C'est vraiment sun, c'est soleil, mais en latin, c'est toujours le soleil. Mais en allemand, pour les pays arabes, c'est la soleil. Pour les Amérindiens, c'est la soleil. C'est féminin. Donc, elle porte la soleil. Isis porte la soleil sur la tête. C'est féminin. Et il faut retrouver ce sens du féminin, celle qui donne la vie, le respect de la femme qui donne la vie. Donc, oui, dans son principe comme dans l'humain, oui. Oui, oui, exactement. Merci beaucoup pour ce lever de voile sur le nom de Soneva. Ça me fait bien plaisir. C'est précieux. Merci, ah oui, c'est très précieux, c'est très beau. Alors, on arrive à des questions très pratico-pratiques. D'abord, avant que j'oublie, j'ai vu passer quelle utilisation peut-on faire de la verge d'or, justement, celle qu'on trouve facilement au Québec? Quelle utilisation? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Ben, c'est sûr que c'est par voie externe. Moi, je crois que ces huiles-là vont pénétrer à travers la peau. On dit voie externe, mais c'est cutané. On met quelques gouttes, 1 ou 2 gouttes sur les poignets, et on frotte un peu, puis on laisse pénétrer. Le corps va absorber ce qu'il a besoin, et à travers tout le système sanguin, ça va se répandre un petit peu dans tout le corps. C'est très simple, pas compliqué, juste même pas besoin de le diluer parce que c'est une essence qui n'est pas agressive sur la peau. Elle est très très douce.
Alors, on la distille ici, puis on va prendre, pas besoin d'avoir une grosse bouteille, de la conserver dans un flacon fermé, puis dans l'obscurité. Voilà. D'accord, merci. Je tiens à préciser que Michael proposera lors de la soirée du 24 octobre ses produits sur place. Donc pour ceux qui ne peuvent pas toujours aller en Estrie, etc., sachez que vous aurez la possibilité de vous procurer ces créations sur place et ça c'est très précieux. Je suis vraiment contente de pouvoir vous les proposer. Merci. Alors, Marianne nous demande le millepertuis, cette plante qui nous délivre sa couleur rouge lors de macération solaire. Je sais qu'au Québec, on l'utilise au soleil, alors qu'en France, on dit qu'il ne faut surtout pas s'exposer au soleil. Millepertuis, plante sacrée. Quel est votre lien avec cette plante? Ben, c'est une plante qui est dans le jardin ici, qui pousse un petit peu partout. Et il faut prendre les bourgeons quand elles sont pas trop ouvertes, avant que la fleur n'ouvre. J'ai fait beaucoup d'essais, puis c'est quand le bourgeon est à peine à la veille d'ouvrir, quand les cueille. Moi, je la mets avec de l'essence, de l'huile végétale de tournesol, parce que c'est aussi une autre huile solaire. Et l'huile devient rouge. Peut-être parce qu'ils ont vu que les moutons qui mangeaient beaucoup le millepertuis, des fois, la fourrure devenait un peu rougeâtre. Mais j'ai demandé à plein de producteurs, plein de personnes, il n'y a pas eu vraiment une recherche démontrant que c'était nocif sur la peau. C'est une essence qu'on peut mettre après un coup de soleil. Il faut vraiment être très précautionneux, ne pas trop s'exposer, mais je ne vois pas que c'est une essence qui est très nocive. Si je veux rendre l'essence aromatique plus pénétrante, l'essence de millepertuis aide à faire passer l'huile essentielle à travers la peau. Mais personnellement, quand les coupures, les enflures aussi, toutes les inflammations de la peau, et puis même par voie interne, c'est une essence qui va aider à calmer, à faire du bien. On l'utilise beaucoup aussi pour aider les personnes qui sont dépressives. Mais j'ai pas vu aucune réaction, quelqu'un qui m'a montré de quelqu'un qui a mis du millepertuis sur la peau qui est devenu rouge. Au contraire, si on va mettre, oui, de la cannelle, du girofle, du thym, oui, ça va réagir, mais pas nécessairement avec le soleil. J'ai pas vu vraiment de recherche. Oui, on dit, il faut faire attention, mais oui, on répète la même chose, mais est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas encore eu de certitude de ça. Mais tant qu'on est, faut être précautionneux, ne pas en mettre sur la peau puis aller au soleil. De toute façon, c'est pas fait pour protéger la peau contre le soleil. Il y a d'autres essences, comme le beurre de karité, qui va protéger contre le soleil, qu'on utilise beaucoup en Afrique, et qui est vraiment un bon protecteur. Et aussi contre le froid, parce que j'avais des ouvriers qui, quand ils travaillaient à l'extérieur, puis qu'ils avaient la peau toute enflée, toute asséchée par le froid, juste un peu de karité, ça protégeait la peau, puis ça crée une protection vraiment très simple et puis très efficace. Alors, si c'est quelqu'un qui a vu des réactions comme ça, je suis très intéressé à savoir, mais dans le doute, il faut vraiment se méfier, ne pas trop la mettre et aller au soleil. C'est ça que je dis. Merci bien pour ces précisions. Alors, c'est encore spécifique, mais je trouve que c'est très intéressant, si tu veux bien répondre à cette question. Michel, il a un refuge d'abeilles à Shefford, au Québec. Oui. Et il demande les huiles essentielles pour les traitements contre le varroa et autres maladies de l'abeille. Avant ta réponse, ça te permet de réfléchir à la réponse, je souhaite préciser que je vais bientôt proposer, ça c'est vraiment une grande joie, au courant novembre, n'hésitez pas, si vous êtes apiculteur, n'hésitez pas à repasser sur mon site sonava.ca puisque je vais vous proposer une solution
créé justement, mis au point par Patrick Buran-Stanas, qui permet aux abeilles de retrouver les ruches et de faire un miel d'une qualité. Voilà, c'est bon pour à la fois pour le miel, pour les abeilles, et voilà, c'est en plein développement, et je suis vraiment ravie de pouvoir proposer cette solution aux apiculteurs. Donc, ce sera bientôt sur mon site. Merci, Michael. Donc voilà, c'était donc les huiles essentielles contre le varroa et autres maladies de l'abeille. Si jamais tu as des conseils à ce sujet. Oui, ben moi je pense que les conifères en diffusion autour, de quelle façon on peut utiliser un diffuseur d'arômes, nébulisation, mais j'ai quelques producteurs qui ont utilisé des essences comme ça, des synergies aromatiques pour combattre toutes les infections, mais c'est clair que au Québec, comme en hiver, les abeilles ne peuvent pas sortir et ils passent beaucoup de temps à l'intérieur de la ruche. Et il faut vraiment que ce milieu soit exempt de bactéries. Alors, moi, je crois qu'en mettant un petit peu d'essence aromatique, puis même laisser les abeilles, elles, aller en chercher, puis les introduire dans leur ruche. Ils savent très très bien comment œuvrer. Mais malheureusement, avec toutes ces ondes et puis tout ce qu'on met sur les plantes, les pesticides, insecticides et autres, ça les dérange beaucoup. Et vraiment, c'est urgent de s'occuper de nos abeilles. Et, vraiment, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas d'abeilles? C'est une urgence mondiale. Mm-hmm. Merci. Merci à toi et merci à Michel d'avoir posé cette question. Si vous avez des questions très intéressantes qui peuvent servir à beaucoup de monde, donc je vous remercie. Y a-t-il une différence entre huile essentielle et essence aromatique? C'est la même chose pour toi? Ben, pour moi, le terme que Valnet avait commencé à utiliser, c'est des essences aromatiques. Dans le premier livre qu'il a écrit sur l'aromathérapie, au départ, on les appelait des essences aromatiques, et puis ensuite, les se sont mis d'accord pour appeler les essences aromatiques qui viennent d'une distillation. À la suite d'une distillation, ça devient des huiles essentielles. Je trouve que le terme est très mal choisi, mais on ne peut pas ne pas l'utiliser parce que tout le monde appelle ça des huiles essentielles. Ce ne sont pas des huiles. Quand on parle d'une huile, c'est un corps gras. Ah oui, mais ça flotte sur l'eau comme l'huile. Oui, mais c'est pas parce que ça flotte sur l'eau que c'est bon de les appeler des huiles. Mais on les appelle des huiles essentielles. Elles ne sont pas essentielles puisqu'il y a plein de monde qui n'ont jamais entendu parler de ça, qui n'ont jamais utilisé, puis qui sont en vie, qui n'ont pas eu de problème. Là, c'est pas essentiel à la vie. C'est quelque chose qui est essentiel. Non, c'est des essences parce que ça vient de la plante et c'est son essence qui nous donne. Quand on approche une rose, quand on la sent, c'est l'essence de la plante. Et puis c'est pas toutes les plantes qui produisent. Donc il y en a qui disent, ben, c'est vraiment l'âme de la plante. Je ne sais pas. Il y a des plantes, tous les érables, ils produisent pas de l'huile essentielle, le chêne, c'est la même chose, sauf la mousse du chêne, oui, mais pas les arbres, les palmiers produisent pas. C'est vraiment, il faut trouver certaines plantes, c'est un petit pourcentage de plantes qui sont sur la terre qui produisent ces essences aromatiques. Moi, j'aime les appeler des essences aromatiques, mais commercialement parlant, je peux pas les appeler des essences aromatiques. Les gens, ils les confondent avec les essences de Bach. Ah oui, c'est quoi ces essences? Alors, ils ont décidé de les appeler des huiles essentielles. Et c'est ce que nous aussi, on est obligé de les appeler comme ça. Mais si je retourne dans les livres de pharmacie il y a 100 ans, on parle des essences aromatiques. Et puis après ça, bon, on dit les huiles essentielles qui sont des essences aromatiques. On voit ça dans des vieux livres
qui date du début du XXe siècle. Alors, c'est les deux, pour moi, c'est la même chose. Donc, Bien, ça répond. Ah oui, super, c'était bien important, je pense qu'on comprenne la distinction. Oui. Alors, Michel, au féminin cette fois-ci, aimerait connaître la compatibilité des huiles essentielles avec les animaux. Donc elle dit que c'est urgent, je ne sais pas s'il y a un cas particulier, mais voilà, est-ce qu'il y a des huiles essentielles qui seraient indiquées pour aider ou traiter les animaux selon vous? Mais c'est sûr qu'il faut savoir quel animal on parle. C'est sûr que moi, il y a des personnes qui sont des producteurs de lait de vache, donc ils utilisent les essences puis aussi les hydrolats. C'est beaucoup moins fort, mais c'est clair que si je veux combattre une infection particulière, un abcès par exemple pour un cheval, oui, je vais utiliser des huiles pures, des huiles essentielles. Je vais les diluer avec du millepertuis, mais je vais vraiment aller avec des essences aromatiques. L'hydrolat est très intéressant, c'est pour les animaux, pour les chats. On traite nos chats aussi avec des essences aromatiques, mais diluées dans le millepertuis. Des infections aussi, puis pour aussi les combattre contre les tiques, combattre les insectes qui peuvent les attaquer. Alors oui, il y a tout un domaine là-dessus. Il y a des livres qui ont été écrits, si ça a commencé, moi j'ai lu le livre de Nelly Grosjean, qui est l'aromathérapie vétérinaire aussi, c'est très intéressant. Puis de plus en plus, il y a des écrits sur l'utilisation des essences pour les animaux. Merci, merci Michael. Alors alchimiste par essence, j'ai vu que tu avais parlé de la joie, que l'alchimie se réalise en nous en fait par la joie ou grâce à la joie. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, et comment devient-on joyeux? Je décide de l'être. C'est la volonté qui me permet de choisir. Je choisis d'aimer, je choisis d'être heureux. C'est Voltaire qui a dit, je choisis d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Ça, c'est certain. Oui, pour moi, c'est une question de décision et c'est cette capacité qu'on a parce qu'on est libre et on a le choix. Donc, cette volonté qui me permet de choisir. C'est ça qui fait que je prends ce chemin plutôt qu'un autre. Je peux choisir d'aller accumuler de l'or, accumuler de l'argent, mais si je ne suis pas heureux avec ça, c'est parce que j'ai peur d'en manquer. Mais si je reste vraiment avec moi-même, je dis, ben, j'ai tout ce que j'ai besoin, je suis vivant, et il faut aussi que je sois certain que je n'emporte rien une fois que je m'en vais. Donc, tout va rester ici sur la terre. Moi, je sais pas où ce que je vais être, mais je ne peux pas, on n'a pas vu des gens, même si on mettait tout en comment plein d'or dans son tombeau. Ben oui, mais l'or, il n'est pas parti avec, il est là. Ben oui, ok, on va faire des expositions, on va l'emmener au Louvre, on va, ah oui, regarde comme c'est beau, ça marche. Oui, mais de son or, moi, je m'en fous. C'est de garder vraiment l'essentiel et de choisir la simplicité et d'être aujourd'hui avec moi et avec cette belle rencontre, ces personnes qui sont là, tout cet amour que je reçois et d'abord, avant de donner, faut s'ouvrir à recevoir cet amour. Et la personne, la première à nous en donner, c'est notre maman. Elle est là, elle nous amène dans la vie, elle s'occupe de nous. Puis la deuxième personne importante dans notre vie, c'est le papa qui doit aussi s'occuper de la maman pour qu'elle puisse me donner tout son amour. Et ensuite, bon, elle se sent bien et de créer cette famille de joie et d'amour. Je pense que au Québec, il y a de plus en plus cette ouverture à respect de cette vie saine. Même dans les écoles, il y a de plus en plus d'écoles où on ouvre à l'enfant et à l'amour que cet enfant doit recevoir pour qu'il puisse en donner. Si on manque, on est là dans le manque et puis on essaye de se remplir. Puis
on se remplit jamais tant qu'on n'a pas un fond, qu'on n'a pas mis le fond. C'est une gourde qui est percée, donc plus on en met, plus ça coule, puis ça se remplit jamais, on n'a jamais assez. Mais si je me dis non, je suis dans la joie, je décide d'être heureux, puis je me remplis. Puis si j'ai manqué, ben je vais moi-même maintenant comme faire le travail d'être dans la paix, de soigner les anciennes blessures pour que une fois que c'est guéri, que je remplis la courbe de plein d'amour pour pouvoir en donner. Si mon verre est vide, je peux pas ni moi en prendre, ni en donner aux autres. Il faut aller à la source. Pour terminer avec le sujet des animaux, est-ce qu'il est dangereux de diffuser des huiles essentielles en présence d'animaux domestiques? C'est sûr que je pense à la cannelle peut-être. Oui, c'est clair qu'il faut y aller avec des choses plus douces et puis regarder la réaction des animaux. C'est sûr que les chiens, ils ont un odorat incroyable. Ils sont capables de sentir des choses qui sont dans des boîtes de conserve. Alors, ils ont un odorat qui est très, très puissant. Si on leur donne trop, à un moment donné, c'est tellement irritant pour eux qu'il faut y aller avec des choses très douces et de mettre le diffuseur loin, puis peu de temps, et de voir la réaction de l'animal. Si l'animal, il s'éloigne et qu'il se sent, on le sent, on voit comment les animaux, ils sont. Si je suis, par exemple, dans une écurie et qu'il y a tellement de problèmes dans l'air, oui, un diffuseur, ça va être très approprié, mais il faut aussi que je regarde comment les chevaux, ils sont, ou que les bêtes qui sont là, que ce soit dans les fermes, de voir la réaction de l'animal et d'être très attentif à ça. C'est sûr que tout est question de dosage. Tout est question de dosage. Donc, en petite quantité, si je peux mettre quelques gouttes aussi sur une petite ouate et puis la mettre à côté d'un chat, si le chat il va se promener, et c'est beaucoup moins dangereux de voir cette odeur qui va chasser les insectes plutôt que de se faire piquer par une tique, parce qu'il y en a ici de plus en plus de tiques. C'est vraiment un gros problème qu'elles transmettent des maladies et qui sont graves. Ouais. Eh bien, je vais terminer avec une question puisqu'on en a encore beaucoup. Je suis désolée, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Il nous reste quelques minutes. Ou alors venez le 24 octobre pour ceux qui sont en Amérique du Nord pour poursuivre, parce que là, j'ai vu passer une question intéressante. Peut-on faire des huiles essentielles à partir de fruits ou pas du tout? Ben, c'est sûr que les essences d'orange, parce qu'on les appelle des essences aromatiques, la peau contient plein d'essences. Dès qu'on va pincer, écraser une peau d'orange ou de mandarine devant une flamme, on voit des étincelles parce que c'est des essences aromatiques qui sont autour, qui protègent le fruit. Donc, tous les agrumes contiennent, c'est un fruit qui contient de l'essence dans la peau. Mais la pomme, j'en ai pas vu. Bien sûr, il y en a quelqu'un qui dit oui, ça existe, de l'essence de pomme. Non, c'est du synthétique. La plupart, c'est peut-être on peut avoir du synthétique comme un mélange d'essences naturelles qui vont donner une odeur de pomme, mais moi je pense qu'il y a beaucoup plus aussi de produits de base de synthèse, d'essence de synthèse, et qui c'est la base aussi de beaucoup de parfums. Il faut faire très attention avec les parfums parce que on va mettre un petit pourcentage aussi de synthétique qui nous irrite et qui nous fait qu'on est loin de nous-mêmes. Ça nous éloigne de la nature parce que ce sont pas des odeurs qui sont extraits de la nature. Les fraises aussi, on va vendre des essences comme ça, surtout de pommes, de fraises, d'autres odeurs qui sont bleuets. Oui, c'est pas. Et les bleuets, ça se fait pas? Oui, non. Non. Donc dès qu'on a des fruits,
Pardon? Oui, il faut faire très attention avec les odeurs des fruits. Souvent, c'est du synthèse. Et la même chose avec les fleurs, du lilas. Oui, le lilas, ça sent bon. J'ai essayé de distiller, ça donne presque pas d'essence. Mais on en trouve plein sur le marché du muguet. Ce sont pas des essences naturelles. Souvent, c'est de la synthèse. Et donc, ça nous perturbe. Puis, j'ai des personnes que je connais qui sont hypersensibles aux odeurs synthétiques. Ma compagne est comme ça aussi. Chantal, dès qu'elle sent une odeur ou qu'on va dans un resto, quelqu'un a mis un parfum, elle peut dire, ben, je n'arrive pas à rester dans ce resto, je me sens très mal, j'ai mal à la tête. Et de plus en plus, les personnes deviennent allergiques aux odeurs de synthèse. Donc ça, c'est un point qui est très important, d'aller vers le naturel et de s'éloigner du synthétique. Je pense qu'elle est à trop bonne école, ta compagne, parce qu'en fait, il y a un étalonnage. Quand on goûte au vrai, que ce soit en nourriture ou en odeur, on est de plus en plus incommodé par ce qui n'est pas naturel finalement et qui paraît grossier, envahissant et insupportable en fait. Oui, et puis des fois ils vous disent ah ben c'est seulement une mini goutte qu'on a mis du synthétique. Oui, mais qui c'est qui voudrait manger un plat qui est tout fait avec des choses naturelles si j'ai mis un peu je sais pas, de la poudre de limpinpin qui est pas naturelle. Je ne voudrais pas de ça. Je veux avoir quelque chose qui est sain. Et puis, quand on va vers soi-même, quand on s'écoute, on est tout de suite sensible à ce qui n'est pas naturel. Donc, ah oui, c'est pas grave, c'est un peu, c'est juste pour donner un goût. Non, je ne veux pas. Puis, un des gros problèmes, c'est le glutamate monosodique qu'on va mettre quelques gouttes et qui vont nous perturber. Ça va donner un goût, ça va élever, puis ça coupe dans notre cerveau ce sentiment de satiété. Donc, je ne sais pas que j'ai assez mangé et je continue à manger. Puis là, c'est pas grave, ça nous pousse à consommer. Puis les magasins sont contents parce que, oh oui, regarde, on devient de plus en plus énorme. Et moi, je trouve que le glutamate, c'est quelques gouttes, mais qui nous empêchent de savoir, oui, j'ai assez mangé, c'est assez. Et il ne s'agit pas de finir l'assiette. Quand j'ai assez mangé, je dis merci, j'en ai assez, je vais redonner le reste à la nature, que je vais le garder pour une prochaine fois, mais pas se pousser. Il faut s'écouter. Je trouve que c'est très, très important d'être sensible à votre intuition, à l'être intérieur. Merci Mickaël. Alors une dernière question, une toute dernière, parce que bon, ça concerne tellement de personnes. Qu'est-ce que tu nous conseillerais contre le stress ou pour retrouver, pour apaiser des émotions ou pour se détendre dans un bain? Voilà, on va dire objectif, retrouver la sérénité. Ben, là aussi, c'est question personnelle. D'abord, moi, de l'huile essentielle dans le bain, je n'en mets pas. Je ne recommande pas du tout parce que ça ne se mélange pas. Ah oui, mais si on le met avec telle substance, mais pourquoi? On le reçoit par le nez. Donc, juste à côté du bain, je vais mettre une petite barbouillette, et puis je vais mettre quelques gouttes ou sur un Kleenex que je vais mettre à côté, là où il y a un peu de chaleur. Je vais sentir, ça va me détendre. Donc, je ne le mets pas dans l'eau. Il y en a peut-être qui pensent que ça fait mincir, peut-être, je ne sais pas. Oui, oui, après le bain, faire un peu d'exercice, ça va aider à mincir, mais les plantes aromatiques, c'est pas comme ça. Donc, pour moi, ce n'est pas la meilleure place pour mettre, ça se mélange pas dans l'eau, puis j'ai pas besoin, puis aussi, ça étouffe la mousse de bain. La mousse est très importante pour garder la chaleur de l'eau, pour que l'eau ne se refroidit pas rapidement. Ça fait comme une couche isolante. Mais quelle essence qui va m'aider? Ben, c'est l'essence que j'aime. Donc, je vais dans une place où je peux sentir, je vais dans un magasin, je vais ressentir les essences, puis celle qui va le plus me calmer, c'est celle que j'aime. Celle qui va m'apporter une présence agréable. Parce que même si je dis, ben oui, prenez la lavande, oui, ça aide, l'orange, mais c'est laquelle qui, pour moi, m'aide, il faut que je la sente,
et que je me dise, ah oui, celle-là, j'aime, ah oui, ça me sent bien avec celle-là. Donc, il faut les essayer, aller dans un endroit où on peut avoir la possibilité de sentir les différentes essences, mais surtout, pas du synthétique. Merci, Michael. Tu nous as vraiment ramené ce soir à l'importance du ressenti, de se faire confiance et d'observer, de tester. Finalement, on sait, la connaissance est à l'intérieur, on sait ce qu'on a besoin à chaque instant, que ce soit Oui, nourriture, le produit, voilà, et c'est important de nous rappeler ça. oui, parce que beaucoup nous éloignent de nous-mêmes. Je sais pas, plein de choses, de cours. On veut qu'on fasse telle chose, puis toutes les publicités nous éloignent de notre ressenti. Revenons vers nous-mêmes. Puis comment on le fait? Ben, c'est de s'asseoir en silence à l'extérieur, sur un arbre, puis d'aller toucher les arbres, d'être avec soi-même. Et puis là, je suis bien. Soi-même, je m'aime, oui. Ouais, ben, c'est des magnifiques mots pour terminer notre rencontre, puisque nous sommes déjà depuis 1 heure ensemble, même si on n'a pas vu le temps passer. Non, mais ça va passer tellement vite maintenant. Merci. C'est Merci passionnant. infiniment. Merci à tous. Puis je reste en lien. Je reste aussi disponible si vous avez d'autres questions. Vous pouvez aussi nous les faire parvenir. Ça me ferait plaisir de partager. Alors, le site de Michael, c'est zayataroma.com. Exact, Vous oui. pourrez trouver aussi ses activités, sa boutique, son contact, et je vous invite vraiment à poursuivre l'expérience en allant visiter son site. Et puis, en ce qui a trait aux événements, aux prochains événements, que ce soit en ligne ou en présentiel, au Canada ou en France, je vous invite à visiter le mien, celui de Suneva, suneva.ca. Et je suis honorée de t'avoir reçu aujourd'hui, Michael. Moi aussi, merci. Merci pour tout. Vraiment, continuez votre beau travail. Merci, et j'ai vraiment une grande joie à poursuivre cette expérience lorsqu'on se verra à Montréal dans quelques jours. Oui, bienvenue. On a hâte. Merci. À bientôt. Alors, au revoir à tous, merci de votre présence et de votre intérêt, et à une prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.